Bonjour à tous, je m'appelle Bastien et je suis CTO d'A5, une startup française qui travaille sur Bitcoin et en particulier surtout sur le Lightning Network, dont vous avez entendu parler dans la vidéo, qui est utilisé de plus en plus pour les paiements. Nous, on travaille vraiment les mains dans le cambouis, on construit le protocole Lightning avec d'autres entreprises, d'autres startups et d'autres contributeurs, et on contribue aussi à Bitcoin. Donc mon but aujourd'hui, c'est de vous expliquer comment fonctionne Bitcoin, en prenant en fait... Ça va continuer ce que Joss a commencé à vous expliquer ce matin. L'objectif, c'est de vous montrer que si on prend quelques analogies pour remplacer la partie cryptographique, mathématique, mais qui au fond vont rester des analogies qui quand même représentent réellement comment ça se passe derrière, c'est pas si compliqué de comprendre comment fonctionne Bitcoin, que vraiment c'est beaucoup plus simple qu'un paiement par carte bleue par exemple, et j'espère que je vais y arriver. On verra, c'est vous qui me direz si c'est le cas ou pas. Ok. Alors, pour ça, on va commencer à regarder ce que c'est une transaction Bitcoin et ce que c'est en fait des Bitcoins. Puis ensuite, l'étape suivante, c'est de se demander ce que c'est la blockchain. Évidemment, parler du minage, de Bitcoin, le réseau, et vous montrer en pratique à quoi ça ressemble quand on prend un wallet, un portefeuille, comment ça marche pour vraiment utiliser Bitcoin au quotidien. Donc déjà, qu'est-ce que c'est du Bitcoin ? Ce qui est important à comprendre, c'est vraiment prendre l'analogie. Bitcoin, c'est de la monnaie, c'est du cash, c'est un portefeuille, c'est des pièces, c'est des billets. C'est pas un compte en banque en fait, et on verra pourquoi c'est important. Les bitcoins sont vraiment divisés en plein de pièces de monnaie numérique qui sont toutes uniques, qui ont une certaine valeur et un certain propriétaire. Et en fait, le propriétaire, c'est là que on va pas détailler comment ça marche, mais qu'on utilise la cryptographie pour que quelqu'un puisse récupérer ses bitcoins, être vraiment propriétaire d'un de ces bitcoins. Et chacune de ces pièces est réellement unique. Et ça, c'est pareil, les maths, la cryptographie qui garantissent ça. Donc par exemple, on peut avoir deux personnes, Alice et Bob, qui ont un certain nombre de bitcoins. Alice, ses bitcoins, ils sont répartis dans 4 pièces, chacune d'une valeur différente. Bob, ses bitcoins sont répartis dans 2 pièces, chacune d'une valeur différente aussi. Déjà, dans l'audience, qui est-ce qui a des bitcoins? Est-ce que vous pouvez lever la main si vous avez des bitcoins, que je me rende compte? Ok, donc il y a quand même pas mal de gens qui ont des bitcoins. Mais est-ce que vous savez combien de pièces vous avez? Vos bitcoins, comment ils sont divisés? En combien de pièces différentes et de quelle valeur? Qui a une idée de comment c'est réparti? Déjà, beaucoup moins de personnes, parce qu'en général, on a envie de voir un résumé un peu comme sur un compte en banque qui nous donne le total, mais la répartition en dessous, on ne la voit pas. Mais en fait, ça peut être utile pour comprendre comment ça marche, de savoir qu'en fait, quand vous avez 0 en bitcoin, vous pouvez tout à fait avoir en fait une pièce de 0 en bitcoin, ou alors en fait 10 pièces de valeurs différentes dont la somme vaut 0,1 bitcoin. Et comment elles ont été créées? Est-ce que quelqu'un a une idée de comment ces pièces ont été créées? Non, très bien, c'est parfait. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui et c'est pas si compliqué. Donc alors, comment ça marche de faire une transaction Bitcoin? En fait, là encore, il faut reprendre l'analogie d'un portefeuille. C'est vraiment Alice a des pièces. Elle veut envoyer 0,6 Bitcoin à Bob. C'est exactement comme à la boulangerie. Il faut juste qu'elle commence par sélectionner assez de pièces pour faire 0,6 Bitcoin ou plus. Ensuite, elle prend ses pièces, elle les met de côté, et elle va en fait... C'est là que c'est différent pour le coup de la boulangerie, c'est qu'au lieu de donner directement ses pièces à Bitcoin, à Bob, elle va consommer ses pièces à elle, et en créer une nouvelle pour Bob, de 0,6 Bitcoin. Donc évidemment, comme ce qu'elle avait pris en entrée, ça faisait en tout 0,7, elle en donne 0,6 à Bob, elle va aussi créer une nouvelle pièce pour elle-même, pour récupérer sa monnaie. Alors déjà, est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi, là, les 2 pièces qu'elle crée font un petit peu moins que les 0,7 Bitcoin qu'elle utilise au début? Est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi? Voilà, exactement, les frais de transaction. Quand on crée une transaction, on peut tout à fait aussi créer une transaction qui ne paye aucun frais de transaction. Mais comme on verra derrière, si on fait ça, comme on ne paye pas de frais de transaction, elle ne sera vraiment pas priorisée. Si d'autres gens veulent faire des transactions, la vôtre, elle va attendre très longtemps avant d'être réellement effectuée. Donc là, j'ai mis en petit pointillé que virtuellement, il y a aussi 0,01 Bitcoin de frais de transaction qui vont aller au mineur qui va réussir à miner cette transaction. Donc en fait, une transaction, c'est juste ça. C'est on prend certains Bitcoins existants en entrée, on va les consommer pour en créer d'autres en sortie. Et avec, évidemment, une garantie qu'on ne peut pas créer plus en sortie que ce qu'on a en entrée. Parce que sinon, c'est pas possible, on créerait des Bitcoins à partir de rien. Et donc voilà, la transaction, elle est prête. Et une fois qu'elle sera effectuée, Alice récupère sa monnaie. Elle a perdu ses 2 pièces de 0,5 Bitcoin et de 0,2 Bitcoin. Et elle récupère une pièce de 0,09 en monnaie. Et Bob a reçu de la part d'Alice une nouvelle pièce de 0,6 Bitcoin.
une transaction Bitcoin, ça marche vraiment exactement comme ça. C'est exactement ce qui se passe techniquement dans la blockchain. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est la blockchain? À partir de ces transactions, comment on fait pour vraiment les faire, ces transactions? Parce que là, c'est bien, je vous ai dit qu'on prenait des pièces, on créait d'autres pièces, mais concrètement, derrière, comment ça va marcher? En fait, avant de parler de blockchain, on va parler d'un bloc. C'est quoi déjà un bloc? Et en fait, un bloc, c'est très simple, c'est juste une liste de transactions. Ça contient juste des transactions, plus un petit peu de cryptographie, dont on va parler après quand on va parler du minage. Donc il n'y a vraiment pas plus que ça, c'est très simple. Un bloc, c'est une liste de transactions. Et en fait, derrière la blockchain, c'est juste une chaîne de blocs. C'est vraiment, on a un premier bloc qui contient une liste de transactions. Derrière, on va prendre un deuxième bloc qui contient une autre liste de transactions qui potentiellement dépense des bitcoins qui ont été créés par les transactions précédentes. Puis un troisième bloc, puis un quatrième. Et aujourd'hui, on est un peu plus, quand j'ai écrit les slides, on était au bloc 890 728, mais aujourd'hui un petit peu plus. Et donc en fait, ça fait vraiment une chaîne de blocs qui se suivent et qui donne en fait tout l'historique de toutes les transactions qui ont été effectuées sur Bitcoin. Alors, ah merde, ça rend pas bien. Et l'intérêt de la blockchain, c'est que c'est sur Internet. Vous pouvez aller consulter la blockchain et voir exactement cette structure. Et vous voyez que ça ressemble un petit peu à ce que je vous ai montré. Là, ici, sur ce site web qui s'appelle mempool.space, vous pouvez consulter la blockchain. Mais en fait, il y a plein d'autres sites web qui font ça, parce que la blockchain, elle est publique. N'importe qui peut prendre le logiciel Bitcoin et télécharger et revérifier la blockchain lui-même. Donc en fait, vous pouvez aussi, à la maison, sur votre laptop, avoir une copie de la blockchain et pouvoir la visualiser directement, même sans Internet. Donc par exemple, ici, ce que vous voyez, c'est que les blocs ils vont de la droite vers la gauche, ce qui n'est pas nécessairement très intuitif. Mais donc tout à droite, il y a le bloc 890 724, puis le 725, puis le 726, jusqu'au 729. Et au moment où j'ai pris ce screenshot, le 729, c'était le dernier qui avait été trouvé. Et à gauche, c'est les blocs prévisionnels qui vont, on va voir après, donc, inclure toutes les transactions qui sont en attente. Et donc ensuite, l'intérêt de cette blockchain, c'est en fait de tout bêtement savoir si vous avez des bitcoins. Parce qu'en fait, pour savoir si vous avez des bitcoins, il suffit de savoir à quel endroit ils sont dans la blockchain. Il suffit de savoir que par exemple, au bloc 890 728, la transaction numéro 27, c'était une transaction qui vous envoyait des bitcoins. Et à partir de cette information, vous pouvez juste aller regarder dans la blockchain, sortir cette transaction et voir qu'en effet, c'est bien une transaction qui vous envoie tant de bitcoins. Et vos bitcoins, ils sont là. Donc en fait, à partir de la blockchain, n'importe qui est capable de savoir combien de bitcoins il a et en fait combien de bitcoins sont dans chaque adresse. Après, les adresses, comme vous l'avez vu dans les précédentes présentations, sont pseudonymes. Donc ça ne dit pas explicitement ces bitcoins, ils sont à Bastien. Ça dit ces bitcoins, ils sont à telle adresse cryptographique qui est peut-être Bastien ou peut-être quelqu'un d'autre. Et donc en tout cas, vous, quand vous avez vos clés dans votre portefeuille, il suffit que votre portefeuille il ait accès à la blockchain pour aller regarder où sont vos bitcoins et combien vous en avez. Donc maintenant, on va discuter du minage un peu. Donc ça, c'est la partie compliquée. C'est la partie où on va devoir prendre des analogies pour remplacer la partie cryptographique et mathématique. Mais on va voir qu'on ne va pas perdre tant que ça dans ces analogies. Déjà, est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi on parle de mineur et pas juste de validateur? Là, je voyais des mains. Bon, non, toi, c'est triché. Quelqu'un d'autre? Allez-y. Plus ou moins. Ok, donc on va voir ça en détail. On va essayer d'expliquer déjà à quoi ça sert le minage. Qu'est-ce qu'on essaye de résoudre comme problème avec le minage? Donc ce que je vous ai montré avant, c'est qu'on pouvait tout bêtement aller sur Internet, sur mempool.space, et là consulter la blockchain, pour permettre de voir où sont nos bitcoins, et si nos bitcoins sont bien toujours là. En fait, ça marche uniquement parce qu'on a une seule blockchain qui est partagée par tout le monde. Parce qu'en fait, si on laissait n'importe qui créer sa propre blockchain, on ne saurait pas où est la source de vérité. Le minage, il sert aussi à sécuriser la blockchain contre les attaques. Ça, je ne vais pas beaucoup détailler dans cette présentation, mais on peut en discuter après si des personnes sont intéressées. Et à créer les nouveaux bitcoins dans la limite des 21 millions. Donc ça a déjà été un petit peu expliqué ce matin. Parce qu'en fait, le minage, il permet de régler le problème que j'ai essayé d'illustrer ici. Si en fait n'importe qui pouvait créer des blocs. Alice, elle peut voir, par exemple, si on a 4 transactions dans notre système. Alice, elle peut créer un premier bloc qui a les transactions 1 et 2, puis ensuite un deuxième bloc qui a les transactions 3 et 4. Si Bob peut tout à fait, lui aussi, créer des blocs, avec exactement les mêmes transactions, il peut mettre la 1 et la 3 dans son premier bloc, et la 2 et la 4 dans son deuxième bloc. Le résultat final est le même,
Mais par contre, en fonction de si on regarde dans la blockchain d'Alice ou dans la blockchain de Bob, il ne faut pas regarder au même endroit pour savoir où sont nos bitcoins. Donc c'est quand même pas très pratique parce qu'on n'a pas une source de vérité. Et même, ce qui est plus grave, c'est que potentiellement Bob pourrait ne pas utiliser les mêmes transactions qu'Alice. Et donc en fait, en fonction de si on utilise la blockchain d'Alice ou de celle de Bitcoin, j'arrête pas de dire ça, de Bob, dans une des blockchains, on aurait peut-être des bitcoins, dans l'autre, on n'en aurait pas. Donc ça serait impossible pour un marchand, par exemple, de vérifier quand vous lui avez envoyé des bitcoins que vous lui envoyez réellement des bitcoins. Parce que si vous n'êtes pas d'accord sur la blockchain que vous utilisez, vous n'êtes pas d'accord sur qui a des bitcoins et combien. Donc en fait, ça, c'est vraiment l'utilité principale du minage, c'est de garantir qu'on a une seule blockchain qui est partagée par tout le monde. Et qui est réellement, en fait, une base de données de l'état du système, de qui a combien de bitcoins à un instant T. Et la façon dont le minage fonctionne, c'est qu'il y a des transactions en attente. À chaque fois qu'on crée une transaction, on l'envoie au réseau. On va détailler ça un petit peu plus loin. Les mineurs, ils vont prendre les transactions en attente et ils vont commencer à essayer de créer un bloc qui contient ces transactions. Comme les blocs, on va le voir aussi après, ont une taille finie, on ne peut pas mettre une infinité de transactions dans un bloc parce que dans la vie, il y a des contraintes réelles que sur un disque dur, on ne peut pas mettre une quantité infinie de données. Donc en fait, les blocs, ils font une certaine taille, ce qui fait qu'on peut mettre au maximum une certaine quantité de transactions dedans. Donc en fait, les mineurs, ils sont plutôt rationnels. Ils vont choisir une partie des transactions en attente et en général, ils les ordonnent en prenant celles qui payent le plus de frais de transaction. Parce que comme ça, s'ils trouvent un bloc, ils gagnent plus de frais de transaction. C'est là que ça devient important de mettre des frais de transaction à la base qui sont assez intéressants pour que les mineurs prennent votre transaction et décident de l'inclure dans un bloc. Parce que sinon, s'il y a beaucoup de gens qui essayent aussi de faire des transactions au même moment que vous, mais qui payent plus que vous, vous allez potentiellement attendre éternellement avant que votre transaction soit vraiment inclue dans un bloc. Donc les mineurs ont pris plein de transactions et maintenant essayent de créer un bloc. Donc c'est là la plus grosse analogie. Jocelyn a pris l'analogie du dé à plein de faces qui est pas mal aussi. Moi je vais essayer de prendre une analogie légèrement différente qui ne sacrifie pas non plus la façon dont ça marche réellement mathématiquement derrière, mais qui peut-être va vous aider à un peu mieux comprendre ça. En fait, les mineurs, ils vont répéter, ça on l'a dit plusieurs fois, un calcul mathématique coûteux, la proof of work, où ils ont très très peu de chances de trouver une solution, et en fait, ils vont répéter plein de fois un truc aléatoire. Et ce truc aléatoire, en fait, fondamentalement, c'est un peu comme se dire qu'on tire dans une grande boîte à loto, où il y a un très 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 grand nombre de boules, un tout petit nombre de boules qui sont gagnantes, et un très grand nombre de boules qui sont perdantes. Et en fait, ce processus mathématique que vont faire les mineurs, ça va juste mélanger ces boules et en tirer une dedans au hasard, en consommant de l'électricité, de la puissance de calcul. Donc en fait, ils le font une première fois, ça tire une boule qui est perdante, pas grave. Ils le font une deuxième fois, ça a remélangé les boules, ça tire toujours une boule perdante. Ils le font une troisième fois, ça a remélangé les boules, ils tirent toujours une boule perdante. Ils le font une quatrième fois, ça a remélangé les boules, cette fois ils tirent une boule gagnante. Sauf qu'en fait, en réalité, le nombre de boules perdantes dans cette boîte est gigantesque par rapport au nombre de boules gagnantes. Donc ça demande énormément d'essais pour réussir à trouver une boule gagnante. Et comme chacun mélange juste complètement au hasard, n'importe lequel des mineurs pourrait être le premier à trouver par hasard une boule gagnante. Et en fait, ça leur coûte de l'électricité pendant qu'ils le font, ça leur coûte du temps aussi, parce que le temps de calcul sur un ordinateur, ça prend un certain temps. Et une fois qu'un mineur a trouvé une boule gagnante, en fait, c'est ça, le détail cryptographique, c'est ce truc-là qu'ils vont mettre dans le bloc en plus de la liste des transactions et qui montre au reste du monde, regardez, j'ai trouvé une boule gagnante, donc mon bloc est valide. Et ce truc gagnant, comme tout le monde a en gros la même boîte et sait que dans cette boîte il y a très peu de solutions, tout le monde peut très facilement vérifier qu'en effet la boule est gagnante et que donc le mineur qui a fait ça a donc dépensé obligatoirement de l'énergie et fait le même process qu'eux et a juste eu plus de chance qu'eux et est arrivé en premier à une solution gagnante. Et donc en contrepartie de ça, le mineur qui crée ce bloc, il va gagner des bitcoins pour lui permettre de rembourser ce qu'il a dépensé en électricité et en achat de machines pour le minage. Il y a deux manières de gagner des bitcoins. Donc je ne vais pas le détailler beaucoup dans les slides, mais ce matin on a parlé de la subsidy, donc il y a des bitcoins qui sont créés dans chaque bloc. Et en plus, il y a les frais de transaction, des transactions qui ont été inclus dans le bloc. Et donc, c'est pour ça, est-ce que c'est plus clair pourquoi on parle de mineurs et pas simplement de validateurs? Parce que les mineurs, ils travaillent vraiment, ils dépensent de l'énergie, ils dépensent donc
de l'argent pour essayer de trouver des blocs, alors qu'un validateur, c'est quasiment instantané de juste valider des transactions. Vérifier qu'une transaction envoie bien de l'argent qu'elle a en regardant dans une base de données, ça coûte quasiment rien. Alors que ce minage, là on a pris l'exemple de cette boîte avec des boules gagnantes, des boules perdantes, mais en réalité la quantité d'électricité que ça demande pour trouver une boule gagnante est énorme. Donc en fait ça coûte beaucoup de travail de créer un bloc. Alors que juste le valider, c'est prendre un bloc et vérifier que les transactions, elles dépensent des bitcoins qui existaient bien avant et elles ne créent pas plus de bitcoins qu'il y en avait en entrée. Donc maintenant, on va se demander pourquoi est-ce qu'on s'emmerde à faire tout ça. Oui, il y a une question. C'est quoi les nœuds? On y arrive justement maintenant, sur la partie réseau. Pourquoi est-ce qu'on s'embête à faire tout ça? C'est quand même de la complexité. Est-ce qu'on ne peut pas faire plus simplement? Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Et quel problème surtout on essaye de résoudre avec ça? Parce qu'on ne s'amuse pas à faire ça pour rien. C'est bien parce qu'il y a un problème qu'on essaie de résoudre et qu'on n'avait pas trouvé de meilleure solution pour le résoudre avant. Le principal problème qu'on essaye de résoudre avec ça, c'est le problème de la double dépense. Donc on va prendre un exemple. Jean-Paul, il a donc 4 pièces différentes de Bitcoin avec des valeurs différentes. Comme il a eu de la chance, il a acheté ses Bitcoins tôt, il est devenu nouvellement riche, il a énormément de bon goût, donc il veut s'acheter une Maserati orange, mais il veut aussi s'acheter un yacht. Qu'est-ce qui ne va pas dans la façon dont il achète sa Maserati et son yacht, à votre avis? Voilà, il utilise 2 fois la même pièce. Mais qu'est-ce qui vous empêche de faire ça avec un paiement par carte bleue aujourd'hui? C'est que toutes vos transactions, elles passent tout d'abord par votre banque, qui va vérifier que vous avez l'argent avant de valider la transaction. Sauf qu'en fait, le principal, le seul but de Bitcoin, c'est de permettre de s'envoyer de l'argent sans avoir de tiers de confiance. Sauf que donc, si on enlève le tiers de confiance, potentiellement, rien n'empêche Jean-Paul de dire au vendeur de Maserati « voilà une transaction Bitcoin » et de dire au vendeur de yacht « voilà une transaction Bitcoin ». Et si les deux ne se concertent pas pour voir qu'en parallèle, Jean-Paul est en train d'acheter quelque chose ailleurs avec les mêmes bitcoins, potentiellement ils acceptent des bitcoins qui ont déjà été dépensés ailleurs. Et c'est uniquement ça ce qu'essaye de faire le réseau Bitcoin. Vous protégez contre ça sans introduire un intermédiaire de confiance. Parce que le but de ne pas avoir d'intermédiaire de confiance, c'est que le problème de toujours passer pour toutes vos transactions financières par votre banque, c'est qu'elle connaît l'intégralité de votre vie, l'intégralité de vos dépenses financières, que potentiellement, dans des pays douteux, elle pourrait l'utiliser pour revendre vos données à qui elle veut, et elle sait un nombre de choses sur vous que vous n'avez pas nécessairement envie de partager. Aussi, comme c'est un tiers de confiance, mais que c'est aussi un goulet d'étranglement dans vos paiements, s'il ne fonctionne pas, si votre banque a un problème technique, vous ne pouvez plus faire de paiement, vous n'avez plus accès à votre argent. Ou si votre banque décide que votre argent n'est plus votre argent, ou que vous n'y avez plus accès, vous ne pouvez plus faire de paiement non plus. Donc si on enlève le tiers de confiance au milieu, ça permet justement de régler ces problèmes et d'être vraiment souverain avec son argent, de pouvoir dépenser son argent à partir du moment où le réseau Bitcoin est toujours en vie, sans avoir besoin de faire confiance à une personne en particulier dans le réseau Bitcoin. Et tout le monde peut vérifier la blockchain, et tout le monde en fait vérifie en permanence que la blockchain est valide, que la blockchain ne dépense pas justement 2 fois les mêmes bitcoins et ne crée pas des bitcoins en dehors des règles. Et donc en fait, c'est là ce concept de nœud bitcoin. C'est juste dire un nœud bitcoin, c'est juste un ordinateur quelque part qui fait tourner le logiciel bitcoin. Donc en fait, il y en a des dizaines de milliers partout dans le monde qui peuvent être des laptops, qui peuvent être des serveurs dans un data center, qui peuvent être des Raspberry Pi à la maison, qui peuvent être n'importe quoi qui sait faire tourner le logiciel Bitcoin et se connecter à certains autres ordinateurs du réseau. Donc en fait, tous ces ordinateurs, ils sont interconnectés par Internet. Chaque ordinateur se connecte à certains des autres ordinateurs du réseau et ils vont s'échanger les informations à propos de ces transactions et de ces blocs. C'est tout ce qu'ils font. Ils s'échangent les infos des transactions et des blocs qu'ils voient. Ils les relaient aux autres ordinateurs auxquels ils sont connectés. Donc par exemple ici, on a un petit réseau Bitcoin avec 5 personnes. Et Jean-Paul, il essaye de faire exactement l'attaque que j'ai décrite avant. Il essaie de tricher en envoyant ces 2 transactions à 2 personnes différentes, en se disant comme ça, peut-être que ça va passer, j'envoie les 2 transactions en même temps qui dépensent les mêmes bitcoins. Il envoie la première à Micheline, la deuxième à Luc. Là, ce qui se passe, c'est que chacun va tout simplement recevoir ces transactions, regarder si elles sont valides, parce que chacun a une copie de la blockchain chez lui,
et si elle est valide, le relayer aux personnes à qui elle-même est connectée. Donc par exemple, Luc, il a reçu la transaction 2, a priori pour l'instant elle est valide, il est connecté à Robert, Thérèse et Micheline, il essaye de leur envoyer la transaction 2. Robert et Thérèse, ils voient la transaction 2, aucun problème, elle est potentiellement valide, pour l'instant, je la garde en mémoire en attendant qu'elle soit inclue dans un bloc. Quand il envoie la transaction 2 à Micheline, Micheline, elle a d'abord reçu la transaction 1 directement de Jean-Paul. Et donc elle, là, pour le coup, elle voit que les deux transactions, elles dépensent en fait les mêmes bitcoins. Donc elle peut en garder qu'une seule. Elle ne peut pas essayer de mettre les deux dans un bloc, ce serait invalide. À ce moment-là, il n'y en a pas une qui est plus valide que l'autre. Les deux, elles sont potentiellement valides. Donc la seule règle qui a un peu du sens, c'est de dire, moi je prends la première que j'ai vue la transaction 1 en première, donc pour l'instant tu as la transaction 2, je pense qu'elle est invalide, je l'oublie. De la même manière, Micheline, qui avait reçu la transaction 1 en premier, elle envoie la transaction 1 à Luc, et Luc avait reçu lui la transaction 2 en premier, donc il dit, transaction 1, pour l'instant je l'ignore, parce que j'avais d'abord reçu une transaction 2 qui dépense les mêmes bitcoins. Mais pour l'instant, ces transactions, elles n'ont pas encore été incluses dans un bloc, donc elles sont tout simplement en attente. À ce moment-là, un marchand à qui on dit qu'on fait une transaction, il ne peut pas considérer que le paiement a été fait. Il pourra considérer que le paiement a été fait qu'une fois qu'on a eu un bloc qui va justement résoudre ce problème. Parce que là, si par exemple on prend l'exemple où Micheline trouve un bloc en première, Micheline, elle avait gardé que la transaction 1, donc elle crée son bloc qui contient la transaction 1. Elle envoie son bloc à tous les gens à qui elle est connectée, ici Jean-Paul et Luc. Luc, quand il reçoit ce bloc, il voit qu'en effet, Micheline, elle a bien miné, elle a la preuve cryptographique qui montre qu'elle a réussi à trouver une solution au problème de minage. Son bloc, il contient la transaction 1, donc maintenant, ça veut dire que la transaction 1 a gagné, a été dans un bloc avant la transaction 2. Donc là maintenant, Luc, il peut oublier la transaction 2, qui a été remplacée par la 1, et relayer à tous ses voisins à lui le bloc numéro 2. Et c'est seulement où ici, elle paye la même quantité de frais de transaction que là, ils vont prendre la première, ou qu'en fait, là, en plus, là, au fond, chacun peut appliquer sa police, chacun décide de ce qu'il relève, parce que chaque nœud peut décider que, par exemple, une transaction qui paye plus de frais de transaction, mais qui est une transaction que j'ai fait moi, elle a peut-être plus d'intérêt qu'une autre. Donc en fait, là, chaque nœud, il y a le comportement du logiciel par défaut, mais chacun peut potentiellement changer ce comportement-là. Ce comportement-là, il a peu d'impact sur ce qui va se passer au niveau de la blockchain. Ce que tu choisis de relayer ou pas, parce que tu peux aussi choisir de ne pas relayer les transactions si tu n'as pas envie de contribuer parce que ça te coûte trop de bande passante, parce que tu fais tourner un nœud sur un Raspberry Pi, tu n'as pas envie d'utiliser trop de bande passante, tu peux décider de ne même pas relayer les transactions. Donc il suffit juste qu'il y ait assez de nœuds dans le système qui fassent l'effort de relayer les transactions à leurs voisins pour que les transactions finissent par arriver aux mineurs et qu'ensuite, comme ça, les mineurs finissent par en inclure une dans un bloc. Il y a juste besoin de ça. Oui. Comment fonctionnerait le réseau sans Internet, les communications, et même est-ce que la cryptographie utilisée par le protocole Bitcoin fonctionnerait de la même façon? Il y a un projet qui s'appelle le Bitcoin Satellite. Il y a des gens qui ont envoyé dans certains satellites, qui ont profité, je pense, de satellites existants qui font autre chose, pour y mettre aussi des puces et du software qui permet de relier des transactions Bitcoin et des blocs Bitcoin. Donc en fait, c'est possible de commander, enfin je ne sais plus s'ils le font encore ou s'ils ont arrêté, mais à une époque, c'était possible de commander une antenne que tu installes chez toi, qui se connecte à ces satellites et qui te permet de recevoir la blockchain par satellite. Et donc en fait, comme elle utilise relativement peu de bande passante, un bloc toutes les 10 minutes qui fait quelques mégaoctets, les transactions c'est plus, ça prend potentiellement plus, mais c'est relativement peu de bande passante par rapport à une vidéo Netflix de chaton. Et donc ça peut assez facilement utiliser d'autres protocoles, ça pourrait utiliser de la radio, et il y a des gens qui ont essayé de faire ça avec de la radio et des relais, de relayer directement des transactions Bitcoin. C'est compliqué, ça crée plus de problèmes, de risques. En fait, différentes parties du réseau ne voient pas les mêmes informations, donc ça crée des problèmes, mais c'est techniquement possible. Mais ça crée quand même des problèmes. Je ne conseillerais pas ça, mieux vaut avoir Internet. Alors, qui a déjà un wallet Bitcoin dans la salle? Déjà pas mal de monde, mais pas tout le monde non plus. Donc là, en fait, je voulais juste vous montrer que c'est très simple dans l'utilisation de faire des paiements avec Bitcoin. Il suffit en fait d'installer un portefeuille dont l'objectif à terme, ça va être de ressembler en termes d'expérience utilisateur
à un Lydia ou un Revolut, c'est juste on reçoit, on envoie de l'argent. Donc là, j'ai pris des screenshots de l'application que nous on utilise, qui utilise le Lightning Network. On verra dans la présentation suivante comment ça utilise Bitcoin pour accélérer les paiements Bitcoin. Et donc il y a vraiment juste 2 boutons. On a la liste des transactions qu'on a envoyées reçues et 2 boutons pour envoyer et recevoir de l'argent. Donc si on clique sur recevoir, ça nous montre un QR code qui peut aussi être copier-coller sous une forme de chaîne de caractères qui est ce qu'on appelle l'adresse. Là, ici, c'est une adresse Bitcoin, un QR code Bitcoin. Et n'importe qui veut payer cette personne, payer ce wallet, bah, il va faire pareil. Il va juste scanner le QR code ou copier-coller l'adresse qu'on a vue avant. Il a une interface qui lui dit bah, combien est-ce que tu veux envoyer à cette personne et quels frais de transaction tu veux utiliser. On envoie, c'est envoyé, c'est dans la blockchain. Le portefeuille de la personne qui reçoit, il lui suffit de scanner la blockchain pour voir qu'elle a reçu une transaction et mettre à l'utilisateur, vous avez reçu tant de Bitcoin et c'est à tel endroit dans la blockchain, dans tel bloc, à telle transaction. Et c'est aussi simple que ça. Donc j'espère que Bitcoin, ça vous semble pas si compliqué que ça maintenant. C'est fondamentalement, toutes les analogies là que j'ai prises sont, je pense, assez vraies. Montrent assez vraies, sont juste des analogies pour remplacer la partie mathématique et cryptographique, mais c'est vraiment comme ça que le logiciel fonctionne. Le logiciel a vraiment ces concepts de coins séparés qu'on appelle des UTXO. Il a une transaction, ça a exactement cette structure. Un bloc, ça a exactement cette structure avec un petit peu de cryptographie en plus pour forcer le fait que ce soit une chaîne. Mais c'est vraiment exactement comme ça que fonctionne une transaction Bitcoin. Donc c'est pas si compliqué que ça. Et ça permet vraiment de comprendre pourquoi ça a été fait comme ça, pour permettre de justement faire des paiements en se protégeant de la double dépense, sans intermédiaire de confiance. Donc Satoshi Nakamoto, c'est pas un alien qui vient du futur avec une technologie incroyablement magique, c'est juste quelqu'un qui a pris plein de choses existantes et qui a trouvé une manière intelligente de les combiner pour réussir à régler ce problème. Et c'est le fruit de 15 ans avant ça, de recherche de plein de chercheurs en cryptographie qui réfléchissaient à comment on pourrait faire de l'argent numérique d'une manière décentralisée. Il y a eu plein d'essais qui ont été faits qui avaient pris une partie des mêmes briques que Satoshi Nakamoto, mais auxquelles il manquait en gros. C'est surtout cette partie minage où ce qu'il a trouvé est assez malin, mais n'est pas un changement fondamental de paradigme. La cryptographie que ça utilise, c'est de la cryptographie qui existait depuis 20 ans. Il n'y a rien de très novateur dans la cryptographie qui est utilisée. C'est juste la bonne manière de combiner les ingrédients pour faire un système qui marche. Les pools de minage qui auraient des sources open source et tout, du code pas open source, ouais. Voilà. Et c'est une limite du coup quand même là, ce que vous avez un peu évoqué là. En fait, c'est pas nécessairement une limite parce qu'au fond, il y a un problème si quelqu'un concentre tout le minage. Mais en fait, être dans un pool de minage ou un autre, en tant que mineur en particulier, c'est très simple à changer. Je peux passer d'un jour à l'autre à un autre pool de minage et je vais pas y perdre nécessairement en revenus parce qu'en fait, je contribue juste de ces calculs mathématiques, mais que j'ai contribué dans un pool ou un autre. C'est juste qu'en fonction de la taille du pool, je vais recevoir moins fréquemment de l'argent en échange. Mais fondamentalement, le seul truc qu'il faut pour que Bitcoin survive, c'est que le minage puisse être distribué, qu'il n'y ait pas un acteur, un gouvernement ou un acteur néfaste qui ait l'intégralité du minage et qui décide aussi activement de tuer Bitcoin, parce qu'il peut avoir l'intégralité du minage et décider que c'est génial. Dans ce cas, il gagne beaucoup plus de Bitcoin que les autres, il a tout intérêt à ce que le système continue. C'est dur de répondre à ça, parce que potentiellement, c'est quand même le principal problème de Bitcoin. Est-ce que la sécurité sera là à un moment où tous les Bitcoins seront minés et où les mineurs se rémunéreront uniquement avec les frais de transaction? Est-ce qu'on ne va pas se retrouver à avoir au contraire un Bitcoin qui utilise beaucoup moins d'électricité que maintenant et donc beaucoup plus sujet à une attaque? Mais en fait, ce n'est pas que l'électricité, l'important c'est aussi acquérir les machines de minage, parce qu'aujourd'hui, au début, quand Satoshi Nakamoto a lancé Bitcoin, l'objectif c'était que tout le monde mine sur un ordinateur. Et que ce soit, il a choisi un truc de cryptographie qui est très simple, que tous les ordinateurs savent faire. Et je pense qu'il ne pensait pas à l'époque qu'on ferait des circuits imprimés spécialisés plus efficaces que les ordinateurs. Ça, c'est un truc qui, au contraire, a décollé assez vite. Des gens ont commencé à produire des puces qui font spécifiquement cet algorithme-là beaucoup plus efficacement qu'un ordinateur en termes de consommation électrique. Donc aujourd'hui, pour miner, pour avoir une chance de vraiment trouver un bloc, il faut utiliser une de ces puces spécialisées. Mais en fait, ces puces spécialisées, elles sont dures à produire. Il n'y en a pas tant que ça, il n'y en a pas un si gros volume. Donc en fait, même avec beaucoup d'argent et un gros accès à l'électricité, il faut aussi réussir à avoir un gros accès à ces puces de minage. Donc en fait, il y a quand même beaucoup de choses
qui font que, comme ça utilise des choses qui sont limitées, mais assez bien réparties partout dans le monde, c'est dur d'arriver un jour et de se dire, maintenant je vais concentrer l'intégralité du minage pour attaquer Bitcoin. Et c'est quelque chose qui ne se fait pas en un jour, parce qu'acquérir toutes ces machines de minage, ça se voit, il y a quand même des choses physiques qu'il faut déplacer. Acquérir tout cet accès à l'électricité, ça se voit aussi. On ne construit pas 50 centrales nucléaires en le cachant discrètement pour avoir plein de puissance de calcul. Donc en fait, c'est des choses auxquelles on peut petit à petit réagir, j'espère. C'est pas sûr, c'est pas prouvé, mais pour empêcher que Bitcoin se fasse attaquer par ce genre de truc. Alors, un des deux. Juste, l'attaque 51%, c'est l'attaque des mineurs ou c'est l'attaque des nœuds? C'est l'attaque des mineurs. Parce que les nœuds, ils ont quel intérêt? Les nœuds, ils vérifient que les mineurs ne trichent pas. Parce qu'en fait, les nœuds, ils vérifient que les transactions elles sont valides, qu'il n'y a pas, et surtout qu'il n'y a pas un bloc. Parce qu'un mineur, il pourrait créer un bloc qui contient à la fois... Alors, est-ce que ça marche pour aller en arrière? Ouais. Un mineur pourrait tout à fait, ici... Voilà. Ici, Micheline, en tant que mineur malicieux, elle pourrait mettre dans son bloc à la fois la transaction 1 et la transaction 2. Parce que dans ce cas, elle aurait deux transactions, elle gagnerait plus de frais de transaction, sauf qu'en fait, les deux transactions, elles dépensent les mêmes bitcoins. Donc son bloc, il n'est pas valide. Mais elle pourrait avoir bien fait le travail de calcul mathématique pour avoir une vraie preuve cryptographique, qu'elle a bien trouvé une solution au proof of work, mais mettre dans le contenu du bloc un truc qui est invalide. Et dans ce cas, en fait, tous les autres nœuds, quand ils vont recevoir ce bloc, ils vont dire bah, c'est pas possible. Ce bloc, il a deux transactions qui dépensent les mêmes bitcoins, il n'est pas valide, même s'il y a la preuve cryptographique, je le rejette, je le propage pas aux autres personnes. Et pendant ce temps, les mineurs qui sont eux honnêtes, ils vont continuer à chercher un autre bloc concurrent de celui-là, mais qui sera valide. Et une fois qu'ils en auront trouvé un, bah, c'est celui-là qui sera choisi, c'est celui qui est valide. Donc en fait, un mineur malhonnête, s'il n'y avait qu'un mineur dans le système, il pourrait faire ce qu'il voudrait. S'il n'y avait qu'un petit nombre de mineurs dans le système, il pourrait faire ce qu'il voudrait aussi. Mais le fait qu'il y ait plein de gens qui, sur un ordinateur, font tourner le logiciel Bitcoin et qui valident tous que les blocs suivent les règles, c'est ça qui garantit que les mineurs ne peuvent pas tricher, parce que ça leur coûte de tricher, ça leur coûte de créer un bloc qui en fait est invalide et qui en fait va se retrouver rejeté par tout le monde parce que tout le monde se rend compte que non, ce bloc est invalide. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens encouragent les gens à faire tourner le logiciel Bitcoin sur un ordi à la maison, sur un petit Raspberry Pi ou un truc comme ça, parce que quand on fait tourner le logiciel Bitcoin sans miner, c'est pas très coûteux, ça utilise pas beaucoup de bandes passantes, n'importe qui peut le faire tourner sur un tout petit truc à la maison, et ça permet de vérifier que personne n'est en train d'essayer de tricher dans le système. Et si quelqu'un voulait tricher, il faudrait qu'il puisse hacker potentiellement tous les nœuds du réseau, ou alors trouver une faille qui affecte tous les nœuds du réseau, tous les ordinateurs connectés au réseau Bitcoin. Est-ce que c'est plus clair? Ouais. Ah, ouais, parfait. Tout à l'heure, tu disais que pour connaître le montant contenu par une adresse, enfin détenu par une adresse, il fallait scanner les blocs précédents du coup dans la blockchain. Mais tu les scannes depuis le bloc 1 ou comment ça fonctionne techniquement? Bah ça, c'est justement exactement ce que fait le logiciel Bitcoin quand on le télécharge, qu'on le lance. Il va commencer par passer, en fonction de votre bande passante, entre 1 et 2 jours, à se connecter à différents autres ordis du réseau et leur demander les blocs. Et donc les autres ordis du réseau vont lui envoyer les blocs. Et petit à petit, au fur et à mesure qu'il les reçoit, il va les valider. Il va vérifier qu'on lui envoie bien des blocs valides, que petit à petit, ça fait une chaîne valide. Si des gens lui envoient des blocs qui sont invalides, il va être capable de le détecter et juste de les ignorer et de se déconnecter de cette personne-là et de se connecter à une autre personne pour petit à petit récupérer les blocs. Et donc c'est vraiment exactement ce qu'il fait. On appelle ça le Initial Block Download, où il télécharge la blockchain de plein de personnes, il la vérifie jusqu'à avoir rattrapé en fait les autres et être arrivé au bout de la blockchain à l'endroit où elle est maintenant. Donc ça prend du temps. Mais sur un ordi normal, laptop normal à la maison, c'est fait en général aujourd'hui en 1 ou 2 jours, et il y a plein de gens qui travaillent sur des optimisations pour que ce soit plus efficace. Et une fois qu'on a fait ça, on a vraiment la copie de la même blockchain que tout le monde sur notre ordi, donc on peut, sans faire confiance à personne, sans faire confiance par exemple au site web que j'avais montré, vérifier soi-même que quand quelqu'un nous envoie de l'argent, c'est bien de l'argent qui existe. Okay, je pensais plus côté wallet, quand j'ai un wallet sur mon... Par exemple, j'installe un wallet sur mon téléphone, j'ai une adresse, je veux voir ma balance. Techniquement, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors là, il y a 2 modes. Il y a justement un mode où en fait, le wallet va se connecter à plusieurs nœuds du réseau et va demander un truc qu'on appelle des SPV proof, qui sont des preuves qu'il existe bien un bloc. C'est des preuves cryptographiques qui montrent qu'il existe bien un bloc avec cette transaction à tel endroit, pas dépensé.
Et donc là, on utilise la cryptographie pour vérifier ça. Mais potentiellement, si on se connecte qu'à des nœuds qui sont malicieux, potentiellement, il y a un risque de tricher, qu'on nous dise quelque chose qui est incorrect. Et c'est pour ça qu'en général, les wallets te permettent aussi de te connecter à ton propre nœud Bitcoin, d'avoir ton nœud Bitcoin qui tourne à la maison, et de connecter ton wallet à ton nœud Bitcoin dont tu sais qu'il ne va pas essayer de tricher pour te donner cette information. Parce que oui, en effet, il y a eu beaucoup de tentatives il y a quelques années de faire en sorte que vraiment le wallet sur téléphone télécharge la blockchain, mais il y en a quand même pour 400 gigas ou quelque chose comme ça aujourd'hui. Donc c'est trop pour un téléphone et c'est une expérience utilisateur pourrie parce que sur un téléphone, tu es connecté la plupart du temps, donc tu ne peux pas en fait en permanence rester que ça consommerait toute ta batterie, c'est nul. Donc les alternatives, c'est que le téléphone se connecte à différents vrais nœuds Bitcoin qui sont eux toujours actifs, qui lui donnent les dernières informations. Et là, on utilise la cryptographie pour empêcher au mieux le risque que ces personnes-là te mentent. Okay. Et eux, ils ont la capacité de sortir la balance directe instantanément sans aller-retour scanner, quoi. Oui. Est-ce que c'est possible qu'une transaction théoriquement valide n'aboutisse jamais? Oui, c'est tout à fait possible parce que ça pourrait être à cause d'un bug, parce que par exemple, tu es connecté à un seul ordinateur, tu lui envoies ta transaction, il en a trop, la tienne ne paye pas assez de frais de transaction, donc pour l'instant il l'ignore, et toi, ton wallet a un bug, ne réessaye pas de la renvoyer, personne d'autre dans le réseau l'aura vu. Ou alors tout bêtement, et c'est arrivé parfois, il y a eu des moments où vraiment le nombre de transactions en attente fluctue énormément, et quand il y a beaucoup de transactions en attente qui payent tous beaucoup de frais de transaction, et que toi, la tienne, elle ne paye pas beaucoup de frais de transaction, elle peut potentiellement passer des mois sans être validée. C'est pour ça qu'on a ensuite pensé à des systèmes comme le réseau Lightning et d'autres Layer 2 dont on va parler après pour éviter ce genre de problème. Ok, mais c'est pas ça la limite du système du coup? C'est une des limites du système si on voulait utiliser uniquement des transactions Bitcoin de base comme ça. C'est ce qui limite en fait la scalabilité du réseau. C'est ce qui fait qu'on ne va pas l'utiliser pour faire ses paiements du quotidien. Mais ça, c'est pour la discussion d'après. D'autres questions quelque part? J'en vois là-bas au fond. 4 minutes, j'ai le droit encore. C'est par rapport à l'informatique quantique. Est-ce qu'il y aurait des personnes pour protéger le réseau Bitcoin pour faire en sorte que justement l'informatique quantique en fait ne vienne pas perturber le réseau Bitcoin si jamais ça venait en application? Ça, c'est quelque chose dont on discute depuis des années en effet, parce que tout le monde oscille entre est-ce qu'on doit s'en occuper maintenant, est-ce qu'on peut attendre 10 ans en gros, parce que le problème c'est que se protéger de l'informatique... Si aujourd'hui, tout de suite, quelqu'un avait un ordinateur quantique qui cassait la cryptographie qui est utilisée dans Bitcoin, il casserait tout Internet, en fait. Donc il y a beaucoup d'autres choses qui ne marcheraient pas et Bitcoin serait peut-être le cadet de nos soucis. Mais quand même, on veut idéalement résister à un ordinateur quantique, mais ce qui est un peu dur aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce que seront les capacités d'un ordinateur quantique. Il y a NIST, l'organisme américain de cryptographie et de standards cryptographiques, qui a lancé il y a déjà, je pense, 5-6 ans, tout un gros round de recherche mondiale sur créer des algorithmes de cryptographie qui résisteront à un ordi quantique. Mais la plupart résistaient à ce qu'on pensait qu'un ordi quantique était capable de faire. Puis certains, ensuite, le problème c'est que les recherches aussi sur ce qu'un ordi quantique sera capable de faire avancent aussi. Et alors qu'on a un algorithme dont on pense qu'il fonctionne, un an plus tard, on nous montre qu'en fait non, cet algorithme il sera aussi cassé par un ordi quantique. Donc en fait, ça prend beaucoup de temps de créer de la cryptographie qui résiste à ce genre de choses. NIST a commencé à standardiser certains algorithmes. Il y a des discussions régulièrement sur Bitcoin sur est-ce qu'on n'introduirait pas ces algorithmes qui sont censés résister aux attaques quantiques pour que Bitcoin soit dès maintenant résistant à potentiellement des ordinateurs quantiques puissants. Moi, personnellement, je pense que c'est très important de commencer à le faire, mais je pense que la cryptographie n'est pas prête encore, à aucun niveau sur Internet. Donc ça va encore prendre des années avant qu'on le fasse, mais c'est quelque chose qui est étudié en permanence. Et donc, comme Bitcoin est modifié en permanence, le code de Bitcoin, il bouge énormément. Il y a des centaines de contributeurs qui font des contributions tous les jours. C'est pas que les mineurs, du coup, c'est aussi des contributeurs. Non, et justement, d'ailleurs, les mineurs, ils contribuent très peu au code de Bitcoin, voire pas du tout. Les gens qui contribuent au code de Bitcoin, c'est plein de développeurs partout qui travaillent dans différentes boîtes qui utilisent Bitcoin pour différentes choses ou qui travaillent en indépendant et qui reçoivent de l'argent à travers des systèmes de
bourse entre guillemets pour pouvoir travailler pendant 1 an sur le projet sans avoir de compte à rendre à personne. C'est un peu le même genre d'organisation que ce qui arrive sur Linux aussi depuis 20-25 ans. Mais donc c'est vraiment des développeurs qui ne sont pas du tout les mineurs et qui essayent, tout le monde réfléchit à qu'est-ce qu'on va faire si un jour un ordinateur quantique arrive et comment est-ce qu'on s'assure que Bitcoin sera protégé. Parce qu'il y a des trucs, potentiellement en tout cas les adresses Bitcoin actuelles ne seront pas, pourraient être attaquées par un ordi quantique. Donc au moment où il y en a un, il faudra peut-être faire une transaction justement pour prendre nos Bitcoins existants et les renvoyer vers une nouvelle adresse qui, elle, résiste aux attaques quantiques. Et par exemple, tous les bitcoins de Satoshi Nakamoto, si plus personne n'y a accès, ceux-là, ils pourront être volés à ce moment-là, ou une partie en tout cas, ça dépend de quel type d'adresse exactement utilisée. Il y en a qui pourront être volés. Donc l'ordinateur quantique, ça peut être un problème, mais on a les moyens de mettre à jour le système, vu qu'il est en permanence mis à jour, pour s'en protéger avant que ça arrive. Et ça permettrait de les burner aussi, du coup. Ça permettrait aussi, ouais. Tokens à lui. Pas s'ils sont vraiment volés, mais il y a des propositions qui disent à un moment on rend invalide tous les bitcoins qui ne résistent pas à l'attaque d'un ordi quantique, mais ça c'est des discussions compliquées à avoir qui demandent qu'une bonne partie de la communauté se mette d'accord sur qu'est-ce qui est désirable ou pas désirable dans les changements qu'on fait en bitcoin. Donc ça prendra du temps à aboutir ces discussions. Merci. Peut-être 8 secondes. Bon, pas de dernière question, mais on continuera après la présentation d'après. Et ensuite, après 16h, dans les salles de workshop ou autour. Merci à tous, j'espère que maintenant c'est plus clair.